est ouverte. Donc je vous demande de faire du silence, s'il vous plaît. On va procéder à l'appel. De France, Virginie a donné procuration à Max Frey. Jean-Nicolas Bécu. Présent. Marjorie Vial. Présente. Gilbert Carpentier. Présent. Diana Lamotte a donné procuration à Marie-Christine Mourusi. Max Frey. Présent. Viviane Naudin. Philippe Beltrando. Présent. Marie-Christine Mourusi-Coquelin. Anne-Marie Viette a donné procuration à Marina Houquet. Tarini Alain. Marc Van de Voir, il est absent. Pardon, oui. Procuration à Gilbert Carpentier. Brigitte Calderon. Martine Dallès. Patricia Bosmelet. Laurent Diaz. Cyril Bosselu. Pierre-Yves Chabot. Ludovic Coquilla est absent. Ah, pardon, j'ai pas vu rentrer. Virginie Delot. Marie-Thérèse Fournier a donné procuration à Jérôme Orjas. Evelyne Domanico a donné procuration à Jocelyne Bontoux. Pignol Claude a donné procuration à M. Ansarguès. Jocelyne Bontoux. Patrice Ansarguès. Jérôme Orjas. Et Pascal Costiou est excusé. Je vais vous donner lecture de deux courriers qui ont été envoyés, un premier par la métropole. C'est dans le cadre de la procédure engagée sur la modification numéro 2 du plan local d'urbanisme intercommunal. Les conseils municipaux sont invités à donner leur avis sur le projet de modification avant le 30 juin 2022, date à laquelle le conseil métropolitain approuvera la dite modification. Compte tenu que le prochain conseil municipal de la commune de Roquefort, la Bédoule, est prévu le 6 juillet 2022, une délibération du conseil municipal de la ville n'a plus lieu d'être dans la mesure où ce dernier interviendra postérieurement au conseil métropolitain. En conséquence, par le présent courrier, je donne ainsi un avis favorable au projet de modification numéro 2 du plan local d'urbanisme intercommunal du territoire Marseille-Provence, et cela au regard de la délibération du Conseil de métropole numéro URB 002-9291/20 CM du 17 décembre 2020, engageant la modification numéro 2 du plan local d'urbanisme intercommunal, de l'arrêté de la présidente de la métropole numéro 21/011/CM du 3 février 2021, engageant la procédure de modification numéro 2 du plan local d'urbanisme intercommunal du territoire Marseille-Provence, de la délibération du Conseil de la métropole URB 002-9651/21/CM du 18 février 2021 définissant les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation du projet de modification numéro 2 du plan local intercommunal, de la délibération du Conseil de métropole numéro URB 002-10-691/21/CM du 19 novembre 2021, arrêtant le bilan de la concertation de la modification numéro 2 du plan local d'urbanisme intercommunal, de l'arrêté du président du Conseil de territoire Marseille-Provence numéro 21/187/CT du 26 novembre 2021 portant ouverture et organisation de l'enquête publique relative à la modification numéro 2 du plan local d'urbanisme intercommunal du territoire Marseille-Provence, d'enquête publique, du rapport et les conclusions motivées de la commission d'enquête remis le 31 mars 2022. Cette information sera transmise à l'ensemble des membres du Conseil qui se tiendra le 6 juillet 2022. Vous souhaitant bonne réception, mais ça c'était à moi. Voilà. Alors le plan, la modification numéro 2, c'est quoi pour mémoire? C'est l'intégration des risques inondation et incendie dans le PLUI qui avait été voté en 2019. D'accord? Pour ce qui concerne la commune de Roquefort-la-Bédoule, notre principal risque, c'est le risque incendie, mais on nous a trouvé aussi des risques d'inondation. Donc j'ai sollicité une étude GEMAPI qui va être financée par la métropole pour un diagnostic
inondation, de façon à retirer certaines zones qui ont été reconnues inondables, à mon avis, par erreur, et le résultat sera donc connu en septembre 2022. OK ? Sachant que derrière ça s'enclenche la modification numéro 3, qui devrait démarrer, l'enquête publique devrait démarrer au mois d'octobre, si le calendrier est respecté, et être validée pour l'été prochain. Deuxième courrier, c'est l'action Ukraine, c'est le premier bilan de l'aide financière FACECO. Lors du conseil municipal du 30 mars 2022, la commune a décidé d'adhérer au dispositif FACECO. C'est le Fonds d'action extérieure des collectivités territoriales, activé par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères afin de fédérer les initiatives et l'élan de solidarité exceptionnel avec le peuple ukrainien dans les territoires. Ce mécanisme permet à toutes les collectivités qui le souhaitent, quelle que soit leur taille, d'apporter leur contribution financière. 1200 collectivités ont à ce jour fait une promesse de don. Ces conditions ont déjà permis au centre de crise et de soutien de réaliser une série d'opérations essentielles pour répondre aux besoins humanitaires les plus urgents. Achat et acheminement de plus de 1000 abris d'urgence, 22,5 tonnes de médicaments, 27 ambulances, 11 unités de production d'oxygène médical, 42 générateurs pour assurer la sécurité électrique des hôpitaux. La seule région Provence-Alpes-Côte d'Azur, représentée par 46 communes dont la nôtre, a cumulé un montant de 250 000 179 pour participer à ces opérations humanitaires qui se poursuivront et s'amplifieront tant que la situation sur le terrain l'exigera. Y a-t-il des questions? Non. C'est une lettre d'information. Juste un petit commentaire sur la modification numéro 2 du PLU. Et que vous ayez lancé une étude GEMAPI pour rectifier les zones d'inondation est une bonne chose. Parce que vous savez, je suppose qu'elle a été faite par des technocrates qui... pour se couvrir et se recouvrir ont le crayon un peu lâche, et ils n'hésitent pas à mettre des zones plus larges, et quand on connaît le terrain, on s'aperçoit que ça ne correspond pas du tout à la réalité. Donc je souhaite de tout cœur que ces zonages soient réduits et correspondent un peu mieux à la réalité du topographique. Bon, l'approbation du procès-verbal de la séance précédente. Y a-t-il des questions? On va voter. Qui est contre? Qui s'abstient? Il faut appuyer sur l'écran. Appuie sur l'écran. Il en manque 28 puisque Madame Costiou n'est pas là. Présentation dans le procès-verbal est adopté à l'unanimité des présents. Approbation, présentation des décisions prises par le maire par délégation du conseil municipal. Demande dont vous les avez eues, il y a une demande de subvention auprès du conseil départemental, l'aide au développement touristique local pour la mise en place d'un système d'aide à la récupération de la taxe de séjour qui va, la participation du département sera de 80% sur les 2800 € que nous a coûté cette adhésion. Demande de subvention pour un véhicule, c'est un Piaggio qu'on a remplacé, et là pareil, la subvention a été demandée aussi au conseil départemental. Monsieur le maire, en novembre 2021, vous preniez la décision, la 52-2, de signer un contrat de prestation avec la société Nouveau Territoire pour 3 300 € TTC pour une aide à la collecte pour la taxe de séjour. Aujourd'hui, vous demandez une subvention, une aide au conseil départemental
pour cette même prestation. Question. Ce projet n'est-il pas en place depuis l'année passée? Si oui, pourquoi un tel décalage entre la prestation et la demande de subvention? Nous nous étonnons une fois de plus que vos agents ne puissent assurer cette tâche alors qu'ils en ont la compétence. Combien a rapporté la collecte de la taxe de séjour grâce à ce prestataire? Merci. Déjà, ça nous a rapporté beaucoup plus que ce que ça a rapporté par le passé. Maintenant, quant au montant exact, je ne l'ai pas, je ne dispose pas, on vous le fera passer. Mais la demande de subvention a été faite en temps et en heure, sauf que par le département, il y a aussi un certain décalage, on peut dire aujourd'hui, qui est un étalage administratif et qui permet pas aujourd'hui d'être, le département nous répond qu'il nous finance, qu'il participe à hauteur de 80% du montant de ces 2800 € hors taxes qui font 3300 € TTC. Voilà, donc nous, le problème qu'on a, c'est qu'il nous faut régler les factures, vous le savez, puisque vous avez géré la commune. À un moment donné, on est obligé de régler le prestataire, faire les demandes de subvention, et les demandes de subvention arrivent en général à peu près entre 10 et 1 an après la première demande de subvention. Donc là, on a l'accord qui nous est... C'est rétroactif? Oui, c'est rétroactif. Donc là, aujourd'hui, je vous annonce qu'on a 80% de remboursement de cette somme qui représente 2800 € hors taxe. Okay. S'il vous plaît, la redevance mensuelle n'est pas subventionnable? La quoi? La redevance mensuelle Non, pas pour le moment. n'est pas subventionnable. Non. Bon, maintenant, exposé, donc... Hein? Qui suit, vous parlez d'un véhicule, c'est pour quel véhicule? C'est un Piaggio. Mais pour le service technique. C'est les services techniques, c'est le Piaggio qui était à Théo, on va dire Théo, puisque tout le monde le connaît sous le nom de Théo, mais qui est un véhicule qui a été refusé au contrôle technique, sur lequel ça nous générait des frais importants de remise. C'est un truc qui a plus de 20 ans et qui était dangereux. Donc avant que l'agent se tue, on préfère changer le véhicule. Donc c'est ce qu'on a fait. On a repris un véhicule qui est de la même marque, un peu plus gros, qui n'existe pas en électrique, qui n'existe pas en GPL, qui existe en essence. Je suis désolé, c'est pas moi qui l'ai construit. Donc voilà, donc le véhicule a été acheté, commandé. Là pareil, on l'a acheté, on a fait la demande de subvention, on a reçu l'accord comme quoi ce véhicule allait être subventionné. Okay. Délibération numéro 26 de 2020. Décision modificative numéro 2 du budget primitif 2022, rapporteur Max Frey. Merci, monsieur le maire. Donc, suite à la commission des finances qui a eu lieu le 22 du mois dernier, et sur lesquelles on a effectivement développé, expliqué de façon exhaustive les modifications, je vais donc vous lire la délibération. Les décisions modificatives sont destinées à procéder, en cours d'année, après le vote du budget primitif, à des ajustements comptables. Il est donc proposé de réduire des crédits ouverts en section de fonctionnement et en section d'investissement afin de procéder à des transferts au regard des dépenses nécessaires au fonctionnement ou à l'investissement, selon le cas. Section de fonctionnement, sens des dépenses. Il convient de faire face à une forte augmentation des tarifs de l'énergie en raison du contexte économique et géopolitique actuel. Nous sommes tous impactés malheureusement par ça. Section d'investissement, sens dépenses. Il s'agit d'assurer différentes dépenses en matière de achat de capteurs CO2 pour l'école élémentaire, rachat de minibus pour les services techniques, audit, contrôle de qualité et conformité pour la vidéoprotection, police municipale, suite des travaux du parking Les Amandiers, clôture et installation électrique, appurement du compte 1069 en vue du passage à la nomenclature M57, ouverture crédit 1068, achèvement des travaux de l'aire familiale de loisirs, agrandissement du parking, aménagement de l'espace accueil food truck. Je vais essayer d'être le plus clair possible. Vous avez les deux pôles, fonctionnement, investissement. Nous allons donc chercher une partie de l'argent pour l'électricité,
sur l'argent qui avait été mis, provisionné, pour payer la pénalité de la SRU. Donc le montant qui est pris sur cet item est de 80 000 €. On avait été très prudent pour rappeler sur la construction du budget sur cet item-là. Idem, pour payer un loyer perçu indûment de la part de la Poste, je vais vous expliquer pourquoi. On est allé chercher 10 021,46 €, pareil, sur cet item, sur cette pénalité de la SRU. Qu'est-ce que c'est ces loyers indûment perçus? En fait, ni vous, ni nous, nous nous sommes aperçus que depuis 2019, nous encaissions un loyer trimestriel alors qu'il devait nous être payé annuellement. Donc on en a discuté en commission finance, on a bien essayé de dire ne nous versez plus le loyer jusqu'à apuration de la dette. Ils n'ont pas voulu, donc nous réglons. Toujours, alors donc maintenant sur la section investissement, acquisition de caméras, on avait effectivement provisionné une certaine somme sur l'acquisition des caméras et c'est là que nous allons piocher donc la somme de 3 939,12 € pour acquérir les capteurs en CO2. Je vous rappelle que les capteurs en CO2, comme vous expliquait Monsieur le maire, vont être subventionnés, on paye et nous aurons la subvention 12 mois plus tard. Pour l'achat du minibus. Le minibus sert énormément aujourd'hui, vous l'avez circulé pas mal dans la commune pour les associations. Et le minibus était sous forme de leasing, et c'est très bien, il n'y a pas de souci. Sauf qu'aujourd'hui, le minibus reste une très bonne affaire, puisqu'on a moins de 50 000 kilomètres et que au prix de l'occasion, la valeur vénale est supérieure à la valeur d'achat, puisqu'on le paye 24 500 €, la valeur résiduelle du compte travail. Et donc, nous sommes allés chercher l'argent dans les études de travaux de l'école élémentaire. Pourquoi? Parce que l'école élémentaire ayant pris un peu de retard, vous savez que les travaux donc, vont être dilués et vont être mis sur la fin de l'année 2022 et 2023. On avait pas mal provisionné en 2022, ce qui nous permet d'avoir ce matelas. Ensuite, le parking des amandiers, pour 11 100 €. Donc là, pareil, on avait les voiles d'ombrage de la crèche. Alors, nous sommes allés chercher dans plusieurs items. Les voiles d'ombrage de la crèche, 7 000 €. La modernisation des locaux mairie, 2 000 € et les dépenses imprévues. Les voiles d'ombrage de la crèche, qu'est-ce que c'est? Toutes les années, pour faire démonter les voiles, pour les faire stocker, ça nous coûtait 7 000 €. Aujourd'hui, elles sont obsolètes, ces voiles. Donc, on va se le dire entre nous, on va les laisser mourir de leur belle mort et plutôt aller chercher une pergola bioclimatique qui sera, elle, subventionnable. Et donc, on va économiser sur ce poste 7 000 €. La modernisation des locaux mairie, on récupère 2 000 € sur les budgets qui avaient été prévus. Et les dépenses imprévues, comme son nom l'explique, elles sont imprévues, donc on avait un matelas de 2 000 €. Ce qui nous permet de payer les 11 100 € pour le parking des amandiers qui est sur les bornes électriques qui ont été prévues pour les voitures rechargeables. Qu'est-ce que j'ai oublié? Ah, pardon. L'entretien planté de l'espace giratoire, pour 14 500 €. Nous sommes allés chercher l'argent dans cet item-là, dans l'entretien de l'espace giratoire, pour 10 000 € et dans les dépenses prévues encore pour 4 500 €. Tout ça pour ne plus avoir une vision exacte et faire un audit sur la vidéoprotection, là où la placer, de façon à ne pas tapisser de façon inconsidérée le village de caméras vidéosurveillance et d'être beaucoup plus efficient sur leur positionnement. Donc, pour payer cet audit, on est allé chercher l'argent. Donc là où je suis en train de vous expliquer, et on achètera donc les caméras et on les positionnera. Et les caméras et aussi le matériel qui va bien pour les entretenir, de façon à ne pas avoir des coûts exorbitants sur l'entretien et sur l'obsolescence de ces caméras. Ensuite, dans le passage de la M57, l'État s'est aperçu que depuis des années, c'est pas votre faute, c'est pas la nôtre. Au fur et à mesure des décisions qui ont été effectuées, on avait donc un reste à devoir de 17 357 €.
ce passage à la M57 permet d'apurer, je dirais, tous les fonds de tiroir et tous les comptes. Et donc, il faut les régler. Et donc, nous sommes allés, aller chercher donc cette somme-là sur les travaux de l'école élémentaire, comme je vous expliquais tout à l'heure, qui glisse plus sur la fin d'année et sur l'année prochaine. Et ensuite, l'aire familiale de loisirs, l'aménagement du parking pour le food truck et aussi de la dalle pour les WC. La somme de 3 300 €, là pareil, nous avons mis de côté pour des dépenses imprévues. Là, on est en plein là-dedans. Et donc, nous sommes allés chercher sur les dépenses imprévues cette somme-là. Tout ça pour vous dire que sur le... j'ai perdu, excusez-moi. Sur la partie... je l'ai plus. Sur la partie investissement, nous sommes sur la partie investissement. Nous sommes sur un montant de... Merci, parce que j'ai perdu. Tout ça pour vous dire donc que sur la partie investissement, nous sommes sur un montant de 74 696 30 centimes. Et sur l'autre partie, 90 021 46. Merci. J'avais perdu. 74. Excusez-moi, j'avais perdu la délib sur la petite tablette. C'est de ma faute, je ne l'ai pas imprimée. Mais non, faut pas imprimer. Non, faut pas imprimer. Ça dépend Mais pour qui. là, en l'occurrence, j'aurais dû. J'aurais dû. Non, mais regarde, je te... Y a-t-il des questions, s'il vous plaît? Oui. Je suis sûr que toutes les dépenses prévues sont justifiées et je suis sûr que la manière de les financer est très raisonnable aussi. J'ai juste une question au sujet de la loi SRU, puisque l'année dernière, on a été obligé dans l'urgence de voter une rallonge parce qu'on n'avait pas assez d'argent. Il va rester combien dans l'enveloppe pour payer la pénalité SRU une fois qu'on a enlevé ces 90 021 €? Alors, je vais vous répondre de tête. On a payé 140 000 € et on avait provisionné 210 000 €. Je vous l'ai dit de tête parce que c'est des montants auxquels nous sommes très attachés, très vigilants et sur lesquels nous travaillons justement pour nous décarencer et sur la pénalité sur les logements sociaux. Mais le préfet avait pris la décision à la fin de l'année 2020 de justement déclarer Roquefort-la-Bédoule carencé et de doubler le montant de la C'est ce qu'il a pénalité. fait. Mais 140 000, c'est le montant doublé? Oui, on payait 70 000, on a passé 140 000. Je vous le dis de tête parce que, très franchement, nous y sommes plus que vigilants et d'ailleurs, nous en parlerons peut-être tout à l'heure, d'où le lancement du programme de la résidence senior sociale. C'est déjà pas mal, 140 000. Madame Bontoux. Alors, tout d'abord, merci d'avoir convoqué la commission finances De rien. par anticipation. Vous voyez que c'est bien, ça nous permet de comprendre, ça nous permet de aussi réfléchir à quelques remarques que nous allons vous faire. Tout d'abord, nous allons le voir bientôt, pourquoi ne pas avoir débité la ligne budgétaire dédiée à l'externalisation de l'instruction des droits des sols, puisque vous aviez budgétisé 65 000 € et dépensé que 5 000. Donc là, vous aviez une réserve naturelle sans aller ponctionner les postes qui auraient pu en avoir besoin. Première remarque, j'attends votre réponse. Oui, j'allais noter vos questions, mais oui, je vais vous répondre. Effectivement, on avait donc un matelas confortable sur la loi SRU, on est allé le chercher là. Aujourd'hui, on n'est pas à l'abri, comme vous le savez, dans les derniers semestres, d'avoir à nouveau, effectivement, à faire un budget modificatif en fonction d'eux, et nous savons qu'effectivement, nous avons pu économiser, grâce à l'externalisation de ce service, 5 000 €. Donc, c'est 5 000 €, effectivement, qui nous restent au cas où. Voilà. Il faut tenir compte quand même aussi d'une chose, c'est qu'il y a le coût de l'énergie aussi. Aujourd'hui, on est quasiment à un doublement
du prix de l'énergie et il faut quand même aussi être prudent sur ce Ah oui, donc dépense. c'était juste parce que là, vous aviez une réserve. Oui, mais la Voilà. réserve, ne vous inquiétez pas, elle servira à payer Ah, je un m'inquiète EDF. pas. Je m'inquiète pas. Autre chose, au sujet des capteurs de CO2. Alors, petite autocongratulation. En décembre 2021, on vous avait suggéré d'en acheter. Vous nous aviez répondu que vous préfériez acheter des purificateurs d'air qui étaient plus appropriés. Eh bien, aujourd'hui, je vous félicite, le maire, d'avoir suivi nos préconisations. Et merci, puisque c'est subventionnable. J'aurais préféré pas les acheter, ça veut dire que le Covid serait terminé. Oui, À mais l'époque où vous m'avez parlé des capteurs CO2, on avait tous l'espoir qu'à un moment donné, ce Covid disparaisse purement et simplement, mais il s'avère qu'aujourd'hui, ça repart de plus belle. Donc c'est vrai qu'on a équipé l'école actuelle de capteurs de CO2 qui seront transférables aussi dans l'école future, puisqu'il faut penser aussi à Bien sûr. pouvoir transférer ça à un moment donné. Donc l'appareil, on est obligé d'équiper l'école actuelle, puisque les travaux vont pas être faits d'ici 3 ans. Et donc, il va bien falloir à un moment donné qu'on ait la possibilité de prévenir au maximum les conditions sanitaires de nos enfants. tout à fait, merci. Donc, le parking des Amandiers nous pose aussi quelques questions. On a une réponse sur le pourquoi un seul mur d'un seul côté de riverains et pas chez les autres? Apparemment, ça crée quelques iniquités et les gens ne sont pas ravis de cette façon de faire. Alors, je vais vous expliquer. Puisque là, vous me menez sur un territoire que je connais très bien, c'est le parking des Amandiers, parce que c'est moi qui m'en suis occupé. Alors, parking des Amandiers, c'était uniquement parce que le stationnement, la réserve naturelle qu'on avait laissée côté famille Olivier, entrée par le bar de la place, c'est une jardinière qui faisait 1,50 m de large. D'accord ? De l'autre côté, on avait vu avec tous les propriétaires et les riverains de laisser une bande beaucoup plus large, de façon qu'ils soient moins incombés par le stationnement des véhicules. Et la proximité de leur terrain était surtout et avant tout les voitures qui étaient du personnel de la mairie. D'accord ? Sauf que, entre-temps, on a monté le mur, ils l'ont trouvé joli, donc ils m'ont demandé de construire un deuxième mur. Donc le mur, on le fera. Classique. Bien sûr. Ah oui, j'ai l'habitude, hein, je savais que de toute façon on allait y venir. Donc en 2023, on a pris l'engagement de construire un mur pour justement que ça soit vraiment derrière des murs et comme ça tout le monde est content. Sur les deux autres propriétaires, donc le fond. Non, et- le fond non, le fond c'est Le mur, c'est sur. la propriétaire la propriété qui fait l'angle Le par gros. où le chemin d'accès, Oui. puisqu'aujourd'hui il n'y a que le chemin d'accès sur plus de la moitié du territoire. Donc c'est pour ça. Donc le mur il sera fait en 2023. Et autre bonne nouvelle qu'on a pu avoir de la part du département aussi, c'est que le déplacement du mulet vers le Choustre va nous être subventionné à hauteur de 80%. L'aménagement, pas le mulet, parce qu'il est trop vieux. Voilà. Donc, du coup, on va récupérer aussi une subvention qui n'était pas acquise de fait, et c'est après négociation avec le département qu'on a pu avoir cette participation qui sera à hauteur de 80%. Mais vous êtes derrière des murs. Voilà, mais c'est une bonne chose parce que créer l'iniquité, évidemment, c'est pas apprécié et puis on comprend pas toujours. C'est pas une inéquité, puisque comme je vous dis, il y a un endroit où on a laissé un battement de 10 mètres d'espace. Il y en a même qui sont venus me reprocher d'avoir coupé les pins. Alors, à un moment donné, c'est un peu compliqué l'histoire. Donc, on a laissé les amandiers pour des questions esthétiques et des questions historiques. On a coupé 7 pins qui étaient en plein milieu, qui portent les chenilles, qui perdent les ramilles, qui font tout. Donc, c'est un peu comme... Mais on va le faire, vous inquiétez pas. Avez-vous l'intention de l'agrandir comme il était prévu au début, de faire 70 places? Oui, mais sauf qu'il y a 49 places qui sont prévues au stationnement, il y en a 20 qui sont pour les employés municipaux. Ok. D'accord? Donc, le week-end, c'est sûr qu'il y a 70 places, mais en semaine, le parking fait 49. Ah, donc il fait 70 places, pas 49. Il fait 49 places en stationnement. Et il y a 20 places qui sont Vous bloquées. n'avez pas besoin de permis de construire parce qu'il Non, n'y il y a a que pas besoin de- 49 places. Il n'y a pas besoin du permis de construire parce que dans un parking public déclaré, c'était 49 places.
Les 20 places qui sont allouées, c'est pour les employés municipaux, de façon qu'ils puissent se garer, et aussi les gens qui viennent, puisqu'il nous restait en tout et pour tout que le petit parking qui est sous le préau, et vous pouvez bien comprendre, puisque vous venez quand même assez souvent, que ce parking-là est souvent insaturé. Donc il fallait trouver aussi les employés municipaux en vélo. J'ai pas autorité de les faire pédaler, donc il fallait bien qu'on trouve une solution. Donc on a trouvé celle-là, et c'est vrai que de fait, on bénéficie le week-end de ces 20 places. Voilà. Donc c'est un parking, 70 places. En 49. Pas 70, Plus 20. 49. Mais les 20, ils sont... publique. Public. Oui, non, mais ça fait 70 le week-end. Oui, ben, il y a 70 places, mais il y en a 20 qui sont... Non, mais c'est pas une critique. Bon, hein, écoute, ça ne va pas par les chiffres. Voilà. Moi, Surtout je des vous dis, petits c'est chiffres 49. comme ça. Oui. Et dernière remarque, Allez-y. sur l'aménagement du food truck, ça consiste en quoi cet aménagement? C'est un aménagement qui a été prévu de façon que si un jour un food truck veut s'installer, on a matérialisé une zone sur laquelle le food truck peut s'installer, sans être s'installer n'importe où anarchiquement, si demain il y a une manifestation, ou si on décidait un jour de mettre un food truck, on a créé une zone matérielle, pas bétonnée, je précise, le camion se met dessus ou la remorque, et à partir de là, les gens sont installés à un endroit précis. En deuxième temps, quand l'école sera faite, on va faire une amenée d'électricité aussi prévue à cet effet. On a fait couler une dalle qui, pour l'année prochaine, recevra un sanitaire auto-nettoyant dans ce périmètre, puisqu'aujourd'hui, à cet endroit-là, il n'existe pas de sanitaire. Il y en a un verbaliste qui n'est pas conforme PMR. Donc, on est obligé, on a prévu aussi de couler, la dalle a été coulée, et l'année prochaine, on fera venir un sanitaire auto-nettoyant dessus. Et si on met l'électricité, les food trucks payeront leur électricité? Ouais, on peut tout faire. Pour l'instant, il n'y a pas d'électricité, donc pour le moment, ils sont autonomes. Voilà. Mais bon, On est là pour aider les commerçants, mais aussi les gens pour qu'il y ait quand même un service sur place. C'est qui est un plus pour la population de Roquefort-la-Bédoule. Mais à ma connaissance, vous n'avez jamais fait payer, vous, de votre temps, l'électricité à qui que ce soit. non, parce qu'on Aujourd'hui, on n'avait n'avait pas que les me forains du raconter marché, que- on n'avait que Oui, les forains oui. du marché. Oui, oui, Mais oui, oui. vous avez bien relevé aussi qu'avec l'énergie qui flambe, il est vrai que quelquefois, on doit s'adapter, Mais tout bon, simplement. Le problème, c'est qu'il faut qu'on continue à vivre une vie normale. Un coup, ça a été le Covid qu'on a tout interdit. On ne va pas interdire tout parce que l'électricité, du jour au lendemain, elle est montée en prix. Non, mais après, c'est la même chose. On parle encore d'équité. Tous les Oui, forains oui, n'ont ben, pas les c'est mêmes équitable besoins. pour tout le monde, Et oui, oui, tous les effectivement. forains ne consomment pas la même chose. Tout à fait. Bon, ben, on demandera, on mettra un compteur. Ne vous inquiétez pas, mais on est prêt à tout. Vous pensez toujours que je m'inquiète, mais je ne m'inquiète pas. Moi, je ne suis pas inquiet. moi. Bon, on vote, s'il vous plaît. Attendez, juste quelques questions justement sur l'énergie. Est-ce que vous avez une idée, j'en ai pas le souvenir, quel est le budget global énergie qui a été voté au budget pour le comparer par rapport aux 80 000 euros, Monsieur Fray? Combien? C'était 210 000 euros. 210 000 222 parce que j'avais inversé les chiffres. D'accord. C'est 210 000 euros. Ok. Donc Et là, 210 on a atteint quasiment les 210 000 euros sur les 7 premiers mois de l'année. Et alors, comment vous allez faire avec 80 000 pour les 6 Écoutez, mois qui suivent? on va se débrouiller. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure qu'il va falloir qu'on se serre encore un peu la ceinture parce que la situation, elle va pas vers l'amélioration. On pensait tous qu'à un moment donné, cette augmentation allait être provisoire, mais bon, faut reconnaître aussi que personne n'aurait pu imaginer à un moment donné qu'on se prenne une guerre sur la tête et que ça fasse flamber les prix comme ça les a fait flamber. Bon, ben écoutez, de toute façon, on va essayer maintenant. C'est pas de payer l'électricité le problème aujourd'hui, c'est de trouver pour demain, pour le futur, Les solutions. des économies, Ouais, bien des sûr. économies pérennes, que ce soit par le voltaïque ou par le changement de nos éclairages publics. Il va bien falloir à un moment donné qu'on travaille sur ces choses-là. Alors, attendez, si j'ai bien compris, donc, en 6 mois, on a consommé la totalité du budget annuel, c'est ça? Pratiquement. Donc, on vote une rallonge de 80 000. Dans ces 80 000, est-ce que vous avez une idée de la part que représente l'augmentation du kilowattheure par rapport à l'augmentation de la conso? Parce que 80 000, ça fait beaucoup en augmentation. C'est énorme. Mais toutes les communes ont toutes doublé. Hein. Et je pense que Roquefort-la-Bédoule, d'après ce que j'entends moi aussi de par mes collègues maires, Roquefort-la-Bédoule, c'est une des communes qui se maintient le mieux. Il y a des qui ont triplé déjà.
Ceux qui ont des équipements, piscine et compagnie, ils ont triplé le budget. Donc, je veux dire, aujourd'hui, on est tous dans une dynamique d'augmentation de prix. Non, mais attendez, l'augmentation du kilowattheure, elle est la même pour toutes les communes? Oui, il est le même pour toutes les communes, sauf que nous, on a... Elle est de combien? Il a doublé, non? Moi, c'est juste ça qui m'intéresse. Savoir de quel ordre est 10%, 15%, est-ce qu'on a pris 20% kilowattheure? Parce que sur les ménages, on sait très bien que l'augmentation, elle est réglementée par l'État, enfin, elle est freinée, légèrement, même si elle augmente beaucoup. Mais sur les collectivités, on n'a pas le même frein. Alors, je voudrais savoir... parce que si j'entends ce que vous me dites, elle a augmenté de 100%. Non. Si on a doublé ou triplé les... Elle aura augmenté en tout, l'augmentation oscillera autour de 50%. De plus. Alors attendez, donc ça veut dire que l'électricité augmente de 50%, puisque le budget... De toute façon, l'électricité aujourd'hui, telle qu'elle nous est vendue aujourd'hui, elle fluctue quasiment tous les mois. Oui, bien sûr. D'accord. Donc elle est pas, le prix de l'électricité varie quasiment tous les mois. Et aujourd'hui, on a une convention, on va la revoter tout à l'heure avec le SMED, qui est un chasseur de tarifs et qui nous permet à tous les jours de remettre en route un système pour aller chasser le tarif le plus intéressant. Sauf qu'aujourd'hui, personne aujourd'hui est capable de dire ce que sera le prix de l'électricité d'ici la fin de l'année, parce que l'État avait tendance à vouloir le maîtriser, mais je vois qu'il ne maîtrise plus rien du tout. Pas pour les collectivités en tout cas. Voilà, pas pour les collectivités, ni même pas pour les entreprises. Donc aujourd'hui, je vous dis, nous, ce qu'on a intérêt à faire, c'est réduire notre temps d'éclairage public, c'est réduire l'électricité, la consommation électrique dans les lieux comme les gymnases et compagnie, qu'on avait tendance à... Parce que l'électricité, il faut bien dire que c'était un produit qui était pas cher, mais qui est devenu cher. La réponse que je pourrais vous donner à la fin de l'année, c'est à partir du début d'année prochaine plutôt, ça sera combien l'électricité a varié sur 12 mois. Moi, je suis pas un agent EDF, je vendais de l'eau jusqu'à maintenant, donc le courant, c'est pas mon truc. Ok. Et dernière petite question pour Monsieur Frey. Vous avez parlé du passage à la M57. Oui, M57, c'est ça. Est-ce que vous pouvez à la louche nous expliquer les différences avec la M14 ? Enfin, vraiment à la louche, hein, parce que voilà, on n'est pas spécialiste. Qu'est-ce qui change, quoi, en gros ? Et quand est-ce qu'elle est opérationnelle ? Alors, très franchement, Monsieur Rojas, on pourrait effectivement, mais ce que je vous propose, parce que ce sont des articles qui changent de nomenclature, qui changent de classification, ce que je vous proposerais, si vous voulez, c'est de venir à la prochaine commission finance. Oui, volontiers. Et vous allez l'expliquer à la prochaine commission finance. On y va, on vote. Si vous y tenez, oui. Il n'y a plus de questions, on vote, s'il vous plaît. Allez. C'est bon, vous aviez le... Attendez, vous y avez coupé le micro, monsieur Ansargas. Si. Bon, je voudrais revenir sur le minibus. Ouais. Est-ce que j'ai bien compris qu'il était à disposition des associations, comme dit monsieur Frey ? Oui. C'est ça ? C'est ça. Pas que. Non, mais c'est bien. Pas que. Oui, bien sûr. Donc, toutes les associations, si c'est nécessaire, bien entendu, peuvent utiliser ce minibus. Ce minibus a été mis à disposition des associations suivant une procédure, une convention consigne, un état des lieux du véhicule au départ, un état des lieux des véhicules à l'arrivée, les permis de conduire en cours de validité pour les chauffeurs, etc. Donc ça, ok, on l'a mis à disposition. Voilà. Aujourd'hui, le minibus est disponible pour toutes les associations qui souhaiteraient se déplacer. On l'a mis à disposition des AIL, on l'a mis à disposition des jeunes sapeurs-pompiers. Voilà, le tennis, on l'utilise. Il y a beaucoup de gens qui en ont besoin, quoi. C'est un moyen de transport qui est aujourd'hui intéressant pour le monde associatif de notre village. Parfait. Très bien. C'est bon ? Faut voter maintenant ? Oui. Allez. Encore ? Oh, fan, bien. Allez-y. Allez-y, appuyez sur le bouton. Attendez, ça marche plus. C'est pas grave, c'est juste... Faites-le a cappella. C'est juste vous dire que nous nous abstenons au motif que nous n'avons pas pris part au budget. Voilà. Ça va vite. C'était pas la peine de le dire, je le savais. Mais on a le droit que ça soit signifié au pays. Allez-y. Voilà.
Chris. Manque. C'est bon. Le budget modificatif est approuvé. Délibération numéro 28-2022. Non, je crois que je suis allé trop loin. Non. 27-2022, le rapporteur, c'est moi. C'est fixation du nombre de représentants du personnel en comité social territorial, le CST. Conformément au décret numéro 2021-571 du 10 mai 2021, un conseil social territorial sera créé à l'issue des élections professionnelles en lieu et place du comité technique et du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail qu'on appelait le CHSCT. Sachant qu'aucune organisation syndicale n'est représentée au sein de la collectivité et que l'effectif apprécié au 1er janvier 2022 servant à déterminer le nombre de représentants titulaires du personnel est de 85 agents, 57 femmes, 28 hommes, soit 67,05% de femmes, soit 32,95% d'hommes. La détermination du nombre de représentants titulaires du personnel est comprise entre 3 et 5. Il convient de fixer le nombre de représentants titulaires à 3 et autant de suppléants, de fixer le nombre de représentants de la collectivité élus à 3 et autant de suppléants. Le comité social territorial recueille l'avis du collège des représentants du personnel et du collège des représentants de collectivité. Y a-t-il des questions sur ce sujet? Ça s'est déjà fait dans le privé depuis 2 ans. 4 ans même. Passage au vote, s'il vous plaît. À l'unanimité. Vous voyez que vous allez finir syndicaliste, monsieur Rojas. Exposé des motifs de la délibération 28-2022. Adhésion au groupement de commandes porté par le syndicat mixte d'énergie du département des Bouches-du-Rhône, le SPED, pour l'achat d'énergie et de travaux, fournitures et services en matière d'efficacité et d'exploitation énergétique. Rapporteur Max Frey. Merci, monsieur le maire. Donc, pour une précision, nous étions déjà, comme vous le savez, adhérents à cet organisme, mais sous une autre forme de convention. Aujourd'hui, par rapport à tout ce que vient de se dire précédemment sur l'augmentation des fluides, il est urgent d'apporter certaines modifications et aussi d'avoir un regard sur l'impact sur le développement durable. Dans la commune de Roquefort-la-Bouédoule a des besoins en matière d'acheminement et de fourniture d'électricité ou de gaz naturel, de travaux, de fourniture en matière d'efficacité énergétique. Le syndicat mixte d'énergie du département des Bouches-du-Rhône, SMED 13, a constitué un groupement de commandes pour l'achat d'énergie et de travaux, fourniture et services en matière d'efficacité énergétique dont il est le coordinateur. Grosso modo, c'est une centrale d'achat qui permet de faire bénéficier à toutes les communes d'un tarif préférentiel. La SMED donc est chargée de procéder, dans le respect des règles de la commande publique, à l'organisation de l'ensemble des opérations de section d'un ou plusieurs co-contractants et de passation des marchés ou accords cadres de leurs marchés subséquents en vue de la satisfaction des besoins des membres dans les domaines. Considérant que la commune de Roquefort-la-Bédoule, au regard de ses propres besoins, a intérêt à adhérer à ce groupement de commandes, il convient de décider à l'adhésion de la commune au groupement de commandes précité pour satisfaire à ses besoins d'énergie. On passe au vote ou il y a des questions? Au tableau aussi, hein, ouais. Je sais qu'il y a une question. Allez-y. Alors, quelles sont la participation et le coût pour la commune par année? C'est gratuit. Parfait. Vous voyez, comme quoi? Non, mais c'est bien de le savoir.
crois pas, non, que ça soit gratuit. Hein Il est dans la... Pour l'instant, les infos qu'on a, c'est gratuit. Si jamais il y avait un changement ou si jamais ça devait être... Dans la convention, il est écrit que les communes rémunèrent le SMED au prorata de leur nombre d'habitants. Je crois qu'il y a un calcul qui se fait pour les frais de fonctionnement du SMED, et on comprend très bien qu'il faut rémunérer les agents du SMED qui travaillent pour le compte des communes. Donc il y a une contribution. Peut-être pas très forte, mais il y a une contribution. On parle de participation financière des membres variable en fonction des frais engagés. Alors l'adhésion est gratuite, mais le fonctionnement, non. L'adhésion est gratuite, ça c'est sûr. Le fonctionnement, pour l'instant, on n'a pas vu, nous, de... Page 4, vous trouvez le paragraphe frais de fonctionnement du groupement. Oui. Peut-être qu'avant de signer cette convention, il serait utile de savoir... Oui, mais de toute façon c'est une convention qui nous permet quand même de faire des économies. Hein. Oui, si ça ne coûte pas plus cher... En termes de tarification électrique, énergétique, c'est quand même très intéressant. Voilà, donc on a tout intérêt à y adhérer. Et, On suppose. oui, on mais voudrait ça va, savoir on combien dira, ça coûte. vous inquiétez Voilà. pas. Et est-ce que vous envisagez de proposer un élu pour siéger à... C'est fait. Ça y est? C'est vous qui siégez? Ou c'est Moi, qui? c'est monsieur Laurent Diaz qui siège D'accord. avec moi. On est tous les deux à siéger au SMED. D'accord, très bien. C'est important d'avoir des représentants de la commune. Presque toutes les communes ont adhéré, je suppose. Oui. Oui, toutes les communes, tout au moins de l'ancien conseil de territoire numéro 1 qui était le nôtre, sur lequel on avait des relations un peu plus intimes, on va dire ça comme ça, adhérer tous au SMED, parce qu'on a tous les mêmes intérêts. Ah, monsieur Bécu. Non, ça marche pas. Oui, je voulais juste, parce que j'ai regardé rapidement, puisque vous posez des questions qui sont intéressantes. En ce qui concerne les frais de fonctionnement, effectivement, il y a une petite cotisation. En revanche, pour ce qui concerne l'achat d'énergie, il n'y a que ceux des membres qui exercent leurs possibilités qui payent un pourcentage sur l'achat. Donc la plus grosse partie du paiement, c'est une sorte de commission sur l'achat d'énergie, mais il y a une petite cotisation de fonctionnement. Ne fais pas de soucis, ils ont dû faire leur calcul. Va. Mais Bon, on passe au vote ou il y a encore Non, des questions pas du tout. encore Sauf erreur de ma part, je pense qu'elle est proportionnelle à la consommation annuelle. Sur le tableau, qu'est-ce que je vois? Le plus bas, c'est 40 MWh annuels. Est-ce qu'on se situe supérieur, inférieur? Il y a des tranches de 40 à 100 MWh et le coefficient n'est pas le même. Alors, qu'est-ce qu'on consomme annuellement? On le sait à peu près? Alors là, monsieur Ansargas, vous me posez des questions techniques que je pourrais vous répondre en regardant dans le détail la consommation de la commune. Ça serait intéressant de savoir. Et on a vu aussi, pour que vous sachiez tout, on a vu aussi avec les compteurs Linky maintenant, il y a un système qui a été créé, mis en place par EDF, fait inédit sur les compteurs Linky. On peut savoir à partir de quel moment on enclenche l'éclairage, quand ça marche pas. Enfin, il y a tous des systèmes qui sont aujourd'hui pour aller vers l'économie d'énergie. Mais bon, il faut qu'on mette tout en place. Donc voilà. Il y a notre éclairage public aussi qui est un peu vieux et qu'il faut aussi moderniser. On a des réseaux qui sont voilà. Donc et le SMED nous sert à ça. Et de toute façon, nous, on adhère à un plan éclairage public mis en place par la métropole qui viennent nous aider à trouver des solutions pour réaménager, pour rénover notre éclairage public, pour, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, faire de réelles économies. Voilà, mais bon. Donc, tout le monde a voté? Non, il en manque. Allez, la délibération est adoptée à l'unanimité. Délibération 29-2022, signature d'une convention avec la métropole Aix-Marseille-Provence pour l'utilisation du portail guichet unique dans le cadre de la dématérialisation des déclarations d'intention d'aliéner, la fameuse DIA. C'est rapporteur Cyril Bosselu. Merci, monsieur le maire. La loi numéro 2018-1021, dite Élan, prévoit qu'à compter du 1er janvier 2022, les communes de plus de 3500 habitants disposent d'une téléprocédure permettant de recevoir et d'instruire les demandes d'autorisation d'urbanisme sous format dématérialisé. Concernant les déclarations d'intention d'aliéner, DIA,
Les communes sont chargées de réceptionner les demandes et de les transmettre à la métropole qui gère l'instruction. C'est pourquoi un nouveau portail destiné aux administrés, nommé Guichet unique, a été créé et sera interfacé avec l'outil Carte ADS, afin de centraliser les demandes de DIA sous format dématérialisé. Il permettra l'enregistrement automatique, l'envoi d'un accusé de réception, le transfert aux instructeurs métropolitains et le suivi des dossiers. La commune dispose déjà de l'outil Carte ADS. Il convient donc aujourd'hui de soumettre au conseil municipal la signature d'une convention complémentaire d'une durée de 3 ans pour l'utilisation du nouveau portail Guichet unique, fourni gratuitement par la métropole à l'intention des usagers. Juste une petite question, M. Bosselu. La dématérialisation, c'est très bien, c'est une évolution nécessaire et c'est dans l'air du temps et c'est très bien. Par contre, est-ce que les délais d'instruction seront toujours aussi longs auprès de la métropole? Parce que à l'époque, ils nous répondaient même pas, ils attendaient les 2 mois d'un accord tacite. Alors, est-ce qu'on va toujours avoir ce délai ou bien ça va enfin raccourcir les délais? Normalement, ça devrait faire raccourcir les délais. C'est dit normalement. Après, rien n'est prouvé, on ne travaille pas à on la verra métropole. l'usage, quoi. On verra l'usage. Ok. Nous, ça nous permet de faciliter aux usagers de remplir leur dossier et d'avoir un suivi. Pas être obligé de téléphoner à la mairie, se déplacer, voilà. Ok. C'est bon, on passe au vote? Allez. Manquez-moi. Adopté à l'unanimité. Délibération 30-2022, prolongation de la convention assistance maître d'ouvrage et accompagnement et instruction du droit du sol. Rapporteur Max Frey. Merci, monsieur le maire. Je vous rappelle qu'on avait pris ce cabinet extérieur, effectivement, parce qu'on était en carence sur de compétences sur la mairie, mais en plus et surtout pour les dossiers complexes ou un conflit d'intérêts, ce qui est beaucoup mieux pour, à un moment donné, avoir un jugement objectif et avoir du recul. Donc la commune de Roquefort-la-Bédoule a eu recours à l'externalisation de l'instruction du droit au sol pour compenser le départ de l'instructrice en charge du traitement des dossiers et garantir la continuité du service. Sur la période du 1er janvier 2022 au 31 mai 2022, la commune a néanmoins mis en place un dispositif permettant d'instruire les demandes en cours par dépassement de fonctions d'agents en place avec des compétences en la matière. Cette solution temporaire a par ailleurs été complétée par un dispositif d'externalisation d'une partie des demandes depuis le mois de février 2022. Donc depuis le 1er février 2022, la commune a reçu 82 dossiers de demandes relatives à l'occupation des sols. Seule une partie de ces demandes a fait l'objet d'une externalisation. Le bilan de cet accompagnement au 8 juin 2022 est le suivant. Autorisation ERP IGH, nombre de dossiers reçus, 6. Dossiers externalisés, 0. CU, certificat d'urbanisme, 16. Dossiers externalisés, 7. Déclaration préalable, 47. Dossiers externalisés, 8. Permis de construire, 13. Dossiers externalisés, 2. Total pour la période, 82 dossiers reçus, 17 dossiers externalisés, soit un peu plus de 20%. Comme vous l'avez souligné, une ligne budgétaire de 65 000 € TTC avait été mise en place en début d'année pour cet accompagnement. À date, et compte tenu de l'engagement et du dispositif mis en place, je rappelle que certains agents ont dépassé leur cadre de travail par rapport à leurs compétences et ont pu effectivement nous venir en aide. L'engagement et du dispositif mis en place et les dépenses ont bien été inférieures au prévisionnel et ainsi les dépenses réelles représentent moins de 5 000 € TTC, soit 7% du budget. Depuis le 10 mai 2022, la collectivité a procédé au recrutement d'une nouvelle instructrice qui se familiarise avec la récente dématérialisation de l'outil numérique, la mise en place du PLUI et les nouvelles modalités relationnelles avec les services instructeurs pour prendre en main le périmètre. Monsieur le maire souhaite prolonger la convention avec la société Elvia pour une durée d'1 an.
permettant ainsi d'assurer la continuité du service et faciliter la prise de fonction de la nouvelle instructrice. Cette nouvelle convention permettra en outre de mettre en place une permanence bimensuelle au bénéfice des administrés pour les accompagner dans la faisabilité de leurs projets. Compte tenu de la qualité des travaux menés par la société Elvia Group, pour cette période de 6 mois, l'équipe municipale propose donc de signer un nouveau contrat d'une durée d'1 an, d'une année, renouvelable une fois avec la société Elvia Group. Cette proposition est sans incidence sur les crédits affectés pour 2022. Il y a des questions? Il y a des questions? Oui, voilà, merci. Bon, on a bien compris que vous aviez recours à ce cabinet que dans 20% des cas, c'est ça? Oui. À peu près. Et donc, on souligne le recrutement parce que c'est quand même quelque chose d'indispensable pour une commune. On s'étonne quand même que cette personne est là depuis 2 mois. Et donc, cet accompagnement sera sur le total de 14 mois, c'est ça? Jusqu'à l'année prochaine. Enfin, la fin de l'année prochaine. 12 et 2, c'est ça ce que vous voulez dire? Pardon? Oui, c'est ça. 12 et 2, c'est ça? 12 et 2, oui, ça fera un accompagnement. Voilà, on trouve que c'est peut-être un peu long. Mais attendez, je vais venir. Je pense que cette personne, elle est brillante et que c'est peut-être un peu long, 14 mois pour l'accompagnement. Et puis quelque chose qui nous a fait un peu sourire, c'est que la société Elvia Group, avec Monsieur Bourgeois, il est à la fois le rédacteur, le vérificateur et l'approbateur. Donc au moins il est sûr d'être d'accord avec lui-même. Et bon, est-ce que c'est pas un peu imprudent d'avoir quelqu'un qui fait tout, quoi? Enfin, qui a les 3 signatures. En tout cas, on a vu les 3 mêmes signatures sur l'annexe, page 2 de l'annexe. Voilà, bon, ça nous a fait sourire. Non, le calcul que vous venez de faire de 14 mois de formation pour la personne, c'est pas du tout ça le problème. Le problème, c'est que je veux, moi, en tant que maire, que tous les élus, les permis de construire d'élus qui vont être déposés, ne soient plus instruits à la mairie, mais soient dématérialisés. Pour éviter tous les conflits d'intérêts ou toutes les priorités qu'on pourrait imaginer, parce que je sais que dans un certain monde, il y a beaucoup d'imagination sur ce que je suis et ce que les gens pensent que je suis surtout. Voilà, donc je pense que très sincèrement, aujourd'hui, un élu, dont moi je vais être concerné parce que j'ai mon fils qui risque de déposer un permis, avant que ça attire tous les fantasmes du monde sur les réseaux sociaux, je pense qu'on fera déposer le permis et qu'on le fera instruire par un cabinet indépendant de façon à être... Mais alors très clair, voilà. Donc c'est pour ça que ce n'est pas du tout la formation pour la personne, mais je vous rassure que si vous aussi vous déposez un permis de construire, vous aurez la même punition. Vous irez aussi chez l'instructeur indépendant. Tout à fait normal. Donc je pense que c'est de la sagesse aujourd'hui d'être le plus prudent possible. Je tiens à être le plus prudent possible, donc on va maintenir ce cabinet qui apporte encore un tutorat auprès de la personne qui aujourd'hui instruit les permis, mais qui est pratiquement atteint son niveau d'instructrice de permis. Cette personne est très compétente, mais aujourd'hui, il lui manque encore un peu de finesse, et cette finesse, elle l'obtiendra, mais elle ne mettra pas 14 mois à se former, je vous rassure. Par contre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est simplement qu'aujourd'hui, on a pris la décision, on aurait pu faire 6 mois, j'ai décidé 1 an, comme ça nous laisse le recul nécessaire. Là, on a fait 20%, sans doute que l'an prochain, nous ferons beaucoup moins. Voilà. Et juste pour répondre et compléter la réponse de monsieur le maire, la décision, comme vous le savez, appartient au maire, in fine. Donc, le monsieur qui a instruit, il n'est pas... Aussi. Donc, comme vous disiez, il n'est pas décideur, acteur. La décision, c'est monsieur le maire qui la prend. Monsieur Bécu. Oui, je sais pas, c'est peut-être volontaire, mais le contrat actuel expire le 31 juillet. Enfin, il y a marqué sur la délibération 1er août. Et on fait repartir un nouveau contrat d'1 an à partir du 1er septembre. Donc, on s'interdit d'utiliser les services de cette structure du 1er août au 31 août. Et c'est raisonnable? Et c'est tout à fait raisonnable. Bon. Et les vacances? Parce que peut-être que le gars qui instruit, il est peut-être en congé, puisque c'est un couteau suisse, il fait tout. Bon, y a-t-il d'autres questions, Sylvain? Allez.
C'était juste une précision parce que vous parliez que vous souhaitez externaliser pour avoir l'esprit tranquille et nous avons réagi face au titre qui est l'accompagnement en instruction des droits du sol. C'était tout. Oui, non, donc c'est pour ça que nous en concluons que c'était une formation longue et coûteuse pour la commune. C'est pas très coûteux pour la commune, je vous rassure. Simplement, c'est une situation, je vais pas redire ce que j'ai dit, c'est une situation de sagesse, une décision qui m'appartient. Et donc, cette décision-là, elle sera mise en application. Tous les élus qui ont décidé de déposer un permis, ben, ils seront instruits par ce monsieur. Comme ça, au moins, il ne connaîtra pas les adjoints, voilà. Y a-t-il d'autres questions? Non, c'est bon? On peut passer à autre chose. On vote? Allez. Adopté? Non. Adopté. Elle est adoptée. Vous vous abstenez, c'est bien compris. Bravo. Bon, enfin. Exposé des motifs de la délibération 31-2022. Délégation de pouvoir de demande d'autorisation de défrichement de la parcelle AW 199, anciennement AW 298. Le rapporteur, ça devait être Max, mais c'est moi qui vais prendre la main. Et pour éviter justement que les fantasmes continuent à perdurer dans cette ville, j'ai demandé à Max de ne pas prendre part au vote, puisque vous le considérez, il est considéré comme le patron de la caisse d'épargne et patron d'Erilia. Donc, je pense qu'à un moment donné, il faut, voilà, au moins comme ça, et dorénavant, toutes les interventions qui seront faites sur ce dossier, c'est moi qui les porterai. D'accord? En revanche, si vous avez besoin d'un prêt ou d'un crédit, ne venez pas me voir. Hein. Je n'ai pas le pouvoir de vous l'accorder. Bon, dans le cadre de la création de la résidence sociale senior, une opération de défrichement de 9000 m² de surface est nécessaire sur la parcelle AW 199, anciennement AW 298. À ce jour, la propriété du terrain est toujours celle de la commune. Le service de l'agriculture forêt, pôle forêt, unité de défrichement, impose une délibération du conseil municipal autorisant la société choisie à déposer une demande de défrichement en lieu et place de la commune. Il convient donc d'autoriser la société Oasis, mais sachez une chose, je le précise puisqu'après ça va encore partir dans le délire, que mon interlocuteur sur ce dossier s'appelle Erilia et non pas Oasis. D'accord? Voilà. Donc Oasis, c'est l'associé c'est l'associé d'Erilia sur ce projet. À la demande d'autorisation de défrichement au nom de la commune de Roquefort-la-Bédule et d'autoriser monsieur le maire à signer toutes les pièces nécessaires à cette demande. Et j'en rajouterai que le défrichement ne sera pas payé par la commune, mais il sera payé par la personne qui va faire les travaux. Donc si vous relevez les deux, c'est que le terrain a bien été divisé en deux. La partie haute, nous la conservons, et la partie basse, qui correspond à 9000 m², c'est la partie sur laquelle va s'installer la RSS. Y a-t-il des questions? Je suppose qu'il va y en avoir. Madame Bontoux, allons-y. Vous êtes fataliste, monsieur le maire? Ah, c'est comme à Lourdes, je vois écrit devant, comme les miracles. Alors, je vais réagir sur cette délibération. Ouais. Cette délibération, m'a fait beaucoup réfléchir. Ah. Oui, parce que je cherchais les pièces jointes, les pièces complémentaires. Je ne les ai pas trouvées. Vous n'êtes pas sans savoir qu'une délégation de pouvoir doit répondre à des conditions très strictes. C'est-à-dire que les pouvoirs délégués doivent être détaillés, faire l'objet d'une liste afin d'éviter les litiges, bien entendu, et être limité dans le temps. Donc cette délibération, nous la considérons comme floue. Ouais. Les champs d'action sont mal définis, pas définis. Donc il y a un flou, et quand il y a un flou, voilà. Nous considérons donc que les conditions ne sont pas respectées et nous vous demandons de retirer cette délibération telle qu'elle est et nous la présenter un peu plus tard, retravailler avec plus de rigueur et avec un cadre juridique qui ne prête pas à caution.
Voilà. Alors, je vais aller plus loin parce que c'était une clause suspensive pour le permis de construire d'autoriser le défrichement. Oui. Donc, l'autorisation de défrichement sera donnée et les conditions de défrichement seront fixées au permis de construire. Donc, à ce jour, au moment où je vous parle, on parle d'autoriser la société pour aller plus loin dans le permis de construire, de faire sauter une des clauses suspensives sur l'autorisation de défrichement. Donc, je ne retirerai pas cette délibération. Nous allons voter cette délibération, vous vous abstenez, vous faites ce que vous voulez, mais je ne la retirerai pas. Par contre, écoutez, je demande à l'administration donc de noter au PV que nous nous réservons le droit d'utiliser les voies et recours éventuels. Allez-y, faites-le. Et puis, en informant éventuellement le représentant de l'État ou le juge administratif. Faites Voilà. ce que vous avez à faire. Donc, veuillez noter au PV que l'autorité communale refuse de retirer une délibération que nous considérons sans cadre juridique et propice à contentieux. Et quelque part, on peut considérer que Monsieur le maire fait usage d'arguments d'autorité. Oui, mais vous aurez une réponse écrite, vous aurez tout ce qu'il faut, mais je ne retire pas la délibération. On passe au vote, s'il vous plaît. Non, je voudrais rajouter quelque chose, s'il vous plaît. Non, vous m'avez demandé de la retirer, on ne débat plus sur le sujet. Non, mais vous dites que vous parlez de permis de construire. Est-ce que vous pourriez nous le transmettre, puisque Le permis de construire est en cours d'instruction. Le permis de construire est en cours d'instruction. Donc aujourd'hui, le permis de construire, il n'est pas instruit. Le jour où il sera instruit, vous serez informé en temps et en heure du permis de construire. Voilà. Et ce permis de construire, pour éviter justement, là aussi, qu'on soit dans l'imagination la plus totale, il a été externalisé. Voilà. Donc, aujourd'hui, il est en cours d'être instruit et externalisé pour éviter justement qu'on me reproche un jour d'avoir fait un truc pour moi, je ne sais pas ce que vous savez, monsieur le maire, si vous voulez éviter que l'imaginaire travaille... Moi, je ne suis pas pour éviter l'imaginaire, j'aime l'imaginaire. Non, mais vous dites avant que l'imaginaire travaille. Mais au plus, vous savez, l'imaginaire... Plus je vais avancer, plus c'est vous qui ferez de l'imaginaire. Et l'imaginaire, il travaille quand on n'a pas de documents. Et comme on vous a demandé X fois des documents sur ce programme, vous ne les avez pas donnés, à part une simple lettre d'engagement d'Erilia pour l'animation de la résidence, ce qui est quand même un peu léger. Donc, si on a des documents, c'est pas l'imaginaire, c'est le factuel. Donc, faites-le, ça vous coûte rien. Vous savez, monsieur Rojas, on s'aime beaucoup tous les deux, hein, ça se voit, ça se sent. Moi, je vous ai demandé un jour une somme que vous avez empruntée, vous m'avez répondu sur un post-it, pour me dire que la somme qui avait été empruntée, elle avait servi à faire ça, faire ça, faire ça. Vous m'avez jamais porté un document factuel me précisant qu'il y avait une délibération, modificative. C'est pas un post-it, c'est un courrier que je vous ai fait. Oui, mais bon, moi ce que j'attendais de vous, c'était les délibérations modificatives qui sont normalement enregistrées au conseil municipal et pour lequel, quand on déplace une somme, surtout issue d'un prêt, vers autre chose, on précise dessus la délibération est telle. Ça, vous ne l'avez pas fait, donc ne venez pas me reprocher aujourd'hui un projet qu'on va conduire, qu'on est en train d'instruire et qu'on vous présentera. J'ai rien à cacher, vous savez, monsieur. J'ai rien à cacher. Il n'y a pas de souci. Mais voilà, les documents vous aurez en temps et en heure le projet, vous aurez en temps et en heure le pourquoi du comment Erilia, et vous le savez, Erilia a été choisi. Voilà, donc à partir de là, ne vous mettez pas la rate au courbouillon, c'est pas bon. C'est pas bon. Mon style. Bon, on vote ou qu'est-ce qu'on fait? Ben oui. À voter? Moi, j'ai pas Nous ne voté. prendrons pas part au vote. Hein? Nous On ne prend pas prendrons part au pas vote. part au vote. Ça fait Voilà, donc vous 7, avez... du coup, Voilà. avec monsieur Frey. Mais la délibération est adoptée. Je dis rien. Non. Délibération numéro 32, 2022, entrée de Marignane au capital de la Soleam. Lors de la séance du 29 septembre 2022, le conseil municipal a approuvé l'entrée de la commune au sein du capital de Soleam en vue de la construction de la nouvelle école élémentaire. À ce titre, en tant que membre du conseil d'administration de Soleam, il convient de délibérer lorsqu'une commune membre achète ou revend ses parts. Ainsi, la ville de Marignane entre au capital en achetant la part de la ville de Gémenos. Ce changement appelle une modification des statuts, ici en annexe, qui nécessite l'approbation du conseil municipal. Y a-t-il des questions? Aïe, aïe.
C'est pas une question. Nous allons voter l'abstention au motif du bilan opérationnel catastrophique de Soleam. Et je vous le dis par avance, la délib qui suit derrière. Comme ça, c'est fait. Eh bien, c'est bien. Vous avez tout à fait raison. Bon, on vote, s'il vous plaît. La délibération est adoptée. Exposé des motifs 32-2022, nouvelle école, signature de mandat avec la Soleam. Lors de la séance du 29 septembre 2022, le conseil municipal a approuvé l'entrée de la commune au capital de Soleam en vue de la construction de la nouvelle école élémentaire. Il convient à ce jour de signer une convention de mandat avec la Soleam, colonne vertébrale du projet. Cette convention précise le rythme et encadre les actions qui seront menées par la Soleam et la commune. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas? Donc, je signe vendredi matin la convention avec Soleam et je rencontre le programmiste pour la nouvelle école et à partir de là, la nouvelle école, le projet va officiellement démarrer déjà par les études de sol et en second temps par le concours d'architecte ou en même temps. Donc, ce qui veut dire que le projet de l'école sort de terre. Avec les qualités ou pas de la Soleam, je vous garantis que la nouvelle école va se faire. Passage au vote. La délibération est adoptée. Délibération 34-2022, actualisation du règlement intérieur multi-accueil municipal, crèche Cabanon des Pitchouns. Rapporteur Virginie Delot. Ah ouais, j'ai été secrétaire de séance, j'ai oublié. Ah, ça va. Ça change. Il marche pas mon micro. Merci, monsieur le maire. Alors, lors de sa séance du 26 mai 2021, le conseil municipal a approuvé le règlement intérieur du multi-accueil municipal applicable au 1er septembre 2021. Conformément au décret numéro 2021-1131 du 31 août 2021 relatif aux assistants maternels et aux établissements d'accueil des jeunes enfants, il convient de prévoir une modification à ce règlement intérieur en matière de capacité d'accueil maximale, effectif de professionnels au sein de l'établissement, référent de santé en accueil inclusif, traitement médicamenteux, relations avec les parents, divers protocoles, maltraitance, mesures d'hygiène, etc. Y a-t-il des questions? Madame Bontoux. Madame Bontoux. Alors, je voudrais profiter de cette occasion pour poser une question au sujet de l'effectif professionnel de l'établissement. Nous savons que Madame Tricon fait valoir ses droits à la retraite et qu'elle sera remplacée. Donc nous vous demandons si vous avez trouvé sa remplaçante. Mais avant tout, nous souhaitons à Madame Tricon une très bonne retraite. Et par la même occasion, nous saluons aussi... Enfin, nous saluons, mais nous regrettons quelque part aussi le départ de Madame Lejeune, à qui nous souhaitons un bel épanouissement professionnel. Ne mélangeons pas tout, parce que là, vous êtes un DRH de la mairie de la Bédoule, donc on parle de la crèche, on ne parle pas de Madame Lejeune. Madame Tricon ne travaille pas à la crèche? Non, Madame Lejeune. Non, mais c'était l'occasion. Voilà. Attendez, vous débordez à chaque instant. Pour une fois que je félicite quelqu'un et que je dis que deux personnes s'en vont et qu'on leur souhaite bon vent, on n'est pas tous les jours en mairie pour le faire. Vous savez, donc on saisit l'opportunité que nous avons pour le faire. Je ne vous reprends pas, je vous reprends pas sur Madame Tricon, je vous reprends sur Madame Lejeune. C'est-à-dire les deux s'en vont, elle est là. Lejeune, vous avez fait une intervention tout à l'heure, vous m'avez posé une question concernant Madame Lejeune. Je vais vous répondre et vous la remercierez tout à l'heure. Dans les réponses, normalement, il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de débat prévu. Donc, je ne vois pas pourquoi vous prenez la mouche. Je ne prends pas la mouche, je dis le conseil municipal est assez long comme ça, donc parlons des sujets sur lesquels c'est parce que vous tergiversez, sinon c'était fini, on n'en parlait plus.
La Madame Voilà. Tricon, elle sera remplacée. Les Voilà. appels à candidature sont en cours, voire même bouclés. On ne va pas vous dire c'est Madame X ou Y qui va remplacer, vous ne la connaissez pas, mais ils seront bien remplacés, ne vous inquiétez pas. Mais vous pouvez me le dire de façon plus courtoise, s'il vous plaît. je Parce suis que un- l'arrogance n'a pas de mise dans cette Je suis assemblée, hein, je vous encore prie. courtois. Voilà. Allez, on passe au vote, Donc, s'il vous plaît. non, j'ai pas terminé. Ah, pardon. Je voudrais savoir qui est le référent santé. Je suppose que c'est la directrice. C'est bon, Oui. j'ai eu la réponse C'est le par la docteur directrice. Orgioni. Merci. Et c'est toujours le docteur Ordioni qui suit les enfants en titre. Oui, c'est juste une précision. Donc vous avez eu toutes les précisions et maintenant on va voter. Actualisation, délibération. Ah, il en manque encore? Ah, il manque moi, non? Non. Il manque quelqu'un là, s'il vous plaît. Il manque Jocelyne, vous avez voté qu'une fois. Ah, voilà. Alors, remarquez, quand vous votez, je vous appelle Jocelyne, et quand on prend la parole, Madame Bontoucle. Actualisation, délibération 35-2022, actualisation du règlement intérieur de la restauration scolaire, nouvelle tarification des repas. Rapporteur, Madame Marina Oquet. Merci, Monsieur le maire. Alors, réactualisation du règlement intérieur de la restauration scolaire. L'article L. 2544-11 du Code général des collectivités territoriales permet au conseil municipal de régler le mode et les conditions d'usage des institutions et établissements publics de la commune. Le règlement intérieur est une résolution par laquelle le conseil municipal fixe les règles d'organisation des services communaux, précisant aux usagers que leur inscription vaut acceptation pleine et entière du règlement intérieur. Le projet d'actualisation de cette année précise les modalités d'inscription ainsi afin que les familles disposent d'informations plus complètes concernant l'évolution de la tarification à partir de septembre 2022. Donc, le tarif des repas sont nouveaux à partir de septembre. La restauration scolaire dans l'enseignement primaire est un service public facultatif des communes. La collectivité qui a la charge de la restauration scolaire fixe librement les tarifs de ces services publics locaux ainsi que leur évolution. La loi Egalim du 30 octobre 2018 a instauré des obligations pour les établissements de restauration collective avec une diversification des sources de protéines par l'introduction du menu végétarien, la composition des repas avec des produits de qualité et durables. Sa mise en œuvre a donc entraîné une augmentation du coût du repas. La hausse des prix des matières premières vient alourdir le coût des réformes dues à Egalim. Prenant en compte les différences de situation sociale et familiale existant entre les usagers, il est proposé d'appliquer une tarification variable en fonction du quotient familial et plafonnée au coût de revient du service. Y a-t-il des questions? Allez-y. Oui, Madame Oquet. Alors, je sais très bien que vous n'avez pas les chiffres, puisque bon, c'est un système qui va se mettre en place et on ne sait pas trop un peu ce que ça va donner. Nous avons quand même de sérieux doutes sur le fait que ce nouveau système va impacter les finances communales. Et j'avais une question, donc nous on voudrait savoir combien ça va coûter en plus pour la commune. Et comme on ne le sait pas, nous voudrions avoir une clause de revoyure à la même période l'année prochaine pour faire un peu le bilan de ce nouveau système, sachant que nous allons voter contre pour cette décision, parce que nous pensons que ce système basé sur les ressources va impacter fortement les classes moyennes qui sont nombreuses à Roquefort-la-Bédoule, classes moyennes qui sont déjà très taxées par l'administration fiscale, qui n'ont aucune aide personne au quotidien et qui vont subir ainsi une double peine, voilà, et qui vont payer plus cher un même service, plus cher que les autres mêmes services. Donc voilà, sur le principe, nous sommes contre ce système, donc nous votons contre et nous vous demandons une clause de revoyure à la même période l'année prochaine.
Il nous semble qu'il est important de veiller à l'augmentation des prix, compte tenu de la mise en place de la loi Egalim, et puis de ce qui se passe en ce moment avec l'évolution des matières premières, de l'alimentation. Voilà. Le but de cette façon de cette organisation, de cette décision, c'était de faire participer chaque famille à l'évolution justement des tarifs et du coût, comme je vous ai dit, des matières premières, mais de façon, faire participer, mais chacun justement en fonction de ses moyens, voilà. Mais ça permet au moins de faire participer chaque famille en fonction de ses revenus. Oui, on ne conteste pas la nécessité d'augmenter avec les effets de seuil, les matières premières. Le coût est très... Nous, on regrette que l'augmentation se porte beaucoup plus sur certaines familles que sur d'autres pour un même service. Mais après, ça, c'est un choix politique. Si vous regardez le niveau d'augmentation, il est quand même très minime. Et entre le prix le plus bas, l'augmentation la plus basse et la plus haute, il y a 0,60 € d'écart. Donc c'est pas énorme à mon avis. Monsieur le maire. Oui, je vais répondre à la première question de Jérôme Orjas, c'est-à-dire au plan budgétaire. Oui. Nous avons fait les calculs, nous avons fait différentes simulations avec les services, et je remercie Monique Anzalone du travail qu'elle a fourni là-dessus. Dans toutes ces simulations, l'objectif était d'équilibrer le budget, c'est-à-dire de ne pas augmenter le budget qui est consacré à la restauration scolaire et qui est de l'ordre de 200 000 € actuellement. Et donc nous y arrivons, avec cette formule-là, nous y arrivons, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'augmentation du budget pour la restauration scolaire. Première réponse. Deuxième réponse, en ce qui concerne les tarifs qui sont appliqués, vous êtes bien placé pour le savoir, puisque c'est vous qui avez fait en sorte qu'ils n'augmentent pas, donc ils n'ont pas augmenté depuis longtemps. Nous ne les avons pas augmentés, vous ne les aviez pas augmentés depuis le début du contrat, c'est-à-dire 2017. Or, c'est bien sûr, on peut penser que c'était une très bonne chose, et on peut se féliciter du fait de ne pas avoir augmenté le prix des repas. Mais sauf que depuis, on a creusé. Et donc on se retrouve dans une situation où, premièrement, en comparaison des autres restaurations scolaires environnantes, Cassis ou Carnoux pour ne pas les citer, on se retrouve nettement en dessous de ce que payent les gens à Cassis et à Carnoux, c'est-à-dire 3,30 ou 3,40 le repas, alors qu'on était à 2,70. Troisième réponse par rapport aux gens qui payent, nous avons été attentifs au fait que tout le monde participe. Donc vous pouvez remarquer que la première tranche est en augmentation, donc la tranche dite des pauvres, et je vous assure que cette tranche-là, avec un COEF à moins de 371 €, c'est vraiment des pauvres, quoi. Donc elle est quand même augmentée de 10 centimes. Et la tranche la plus haute, elle est augmentée bien sûr à 3,30, c'est-à-dire exactement au prix de revient du repas. Au prix de revient, à ce que ça nous coûte aujourd'hui. Et cette tranche-là, la dernière tranche, ça n'est pas les classes moyennes, Monsieur Orjas, Madame Bontoux. Ce ne sont pas les classes moyennes, c'est entre deux. C'est entre les deux. Attends. Cette tranche-là, ce n'est pas les classes moyennes. Si on fait une simulation, c'est à minima des gens qui ont revenu à minima de 10 000 € par mois. D'accord. Ils sont pas nombreux, ceux-là, par rapport à... Justement. Cette tranche-là, et les deux dernières tranches, ce sont plus que des classes sup. Quand je parle de 10 000 € par mois, c'est de revenus imposables, pas de revenus bruts, de revenus nets imposables. Donc on est loin du compte des classes moyennes, là. Donc les tranches 4, 5 et 6 sont des tranches qui sont avec des gens qui ont des revenus très élevés. Ok. Donc on a fait en sorte que l'augmentation soit lissée de 10 centimes par chaque tranche, et en essayant d'avoir comme leitmotiv, 1, les finances publiques, et 2, l'équité
entre les gens et pour arriver à équilibrer un budget qui était très difficilement équilibrable. Et je terminerai en vous disant que, en plus, toutes les modifications qui ont été faites depuis qu'on y est se sont faites à prix constant, et donc il n'y a pas eu de répercussions par rapport à ce qui a été fait et par rapport au coût des repas, etc. Jusqu'à maintenant, il n'y avait eu 0 répercussion. On était resté à 2,70 €. Et donc on ne pouvait pas, honnêtement, pas rester à ce tarif-là. Je vous remercie. La délibération est approuvée. Délibération 36-2022, approbation de la charte d'engagement du projet alimentaire territorial, le PAT, rapporteur Marjorie Vial. Merci, monsieur le maire. Les principes fondateurs du PAT: permettre aux producteurs de mieux vivre de leur activité et valoriser leur savoir-faire, développer de nouveaux débouchés économiques pour les agriculteurs et renouer le contact direct avec les agriculteurs et leur production, ancrer avec force le rôle nourricier des terres agricoles en préservant et valorisant le foncier pour renforcer l'autonomie alimentaire, promouvoir nos agricultures dans leur diversité, accompagner la transition du territoire vers une agriculture et vers une alimentation plus résiliente et durable, favoriser l'accès de tous aux produits locaux de qualité et à une alimentation saine, promouvoir le régime alimentaire méditerranéen auprès des jeunes et des familles. Ça, ce sont les principes du plan projet alimentaire territorial. Donc notre commune, la commune signataire, s'engage de la présente charte à développer un plan d'action issu de la stratégie définie par le PAT, désigner Madame Marjorie Vial en tant qu'élue référente sur le sujet de l'alimentation auprès de la métropole Aix-Marseille-Provence, désigner un agent référent en tant que technicien auprès de la métropole Aix-Marseille-Provence, participer au séminaire annuel des communes signataires de la charte, participer aux journées et actions organisées par le PAT, ateliers, formations, échanges de pratiques, témoignages, accueil des visites, etc. Merci. Avez-vous une idée de combien de communes ont signé cette charte? C'est une question que j'ai posée 3 fois déjà, mais hors conseil municipal. Aujourd'hui, le PAT, c'est 121 communes, 5 000 exploitations agricoles, 145 000 hectares cultivés, 2 millions d'habitants. 121, probable, possible. Je pense que c'est 121, puisque dans le rapport du PAT sont nommées 121 communes. Donc Et donc, qu'avez-vous l'intention de mettre en place concernant ce plan d'action, concrètement? Alors, concrètement, ce qu'on aimerait, c'est pouvoir avoir un agriculteur qui s'installe sur la Bédoule, notamment dans le maraîchage. Mais concrètement, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est les terres. Et elles appartiennent beaucoup à des particuliers qui refusent de louer leurs terres. Donc, on essaie de travailler dans ce sens-là pour leur faire comprendre que ça ne deviendra pas constructible. Du maraîchage Roquefort-la-Bédoule? Oui. Au Michel, par exemple, on avait 2 jeunes qui voulaient s'installer pour faire 1 hectare. Et il y avait 1 hectare de terrain. J'avais recherché des parcelles, il y avait 1 hectare. Et donc, voilà, ça fait partie de ce genre de choses. Et au Michel, oui, on peut cultiver. Mais rien n'est dans les tiroirs, là, à ce jour. Bah, il est dans les tiroirs, évidemment qu'il est dans les tiroirs. Comment je fais? Non, mais rien n'est fait, rien n'est décidé, rien n'est pour l'instant, décidé. Alors, pour l'instant, l'avantage de rentrer dans un PAT, c'est que comme ça va être aussi accompagné par la métropole, je pense qu'on va avoir des appuis. Je pense aussi que le PLUI va être plus restrictif concernant les zones agricoles ou les choses comme ça, où ils vont peut-être un peu moins dire « Ah, une zone agricole va pouvoir passer facilement en constructible pour mon fils, ma fille, etc. » Donc oui, je pense que rentrer pour nous dans ce PAT, ça va nous permettre aussi de peut-être essayer d'œuvrer un peu plus en ce sens. Puisque je vous rappelle que vu la crise qu'on a alimentaire, l'alimentation va devenir vraiment un enjeu très stratégique là, très prochainement. Donc nous attendons les nouvelles décisions. On va être accompagné de la métropole. Donc nous votons pour. Pardon? Nous votons pour. Ah, ok. Ah oui, j'ai de la chance, dis donc. Quelque chose, Madame Vial? Oui. Dans votre plan, là, il y a l'aspect foncier, bien évidemment, et c'est toujours difficile d'obliger quelqu'un à vendre son terrain. Oui. N'oubliez pas le coût des infrastructures d'amener des lots,
parce que le maraîchage consomme beaucoup d'eau, enfin en tout cas plus que la vigne et l'olivier. Donc suivant l'endroit, enfin l'emplacement du terrain, n'oubliez pas de tenir compte de ça. Parce que ça sera vital pour votre projet. Ah bah de toute façon, l'eau aussi fait partie des enjeux stratégiques, hein, puisque ça a déjà été soulevé par le PNR à plusieurs reprises sur des commissions ou des choses comme ça, puisqu'ils étudient les masses d'eau souterraines qu'on a sur tout le parc, et même si on est juste commune associée, on fait partie du périmètre d'études. Donc oui, effectivement, l'eau et je pense que les méthodes de culture aussi vont rentrer en jeu, puisqu'il y a certaines méthodes de culture qui permettent de moins consommer d'eau. Y a-t-il d'autres questions? Allez, passons au vote. À l'unanimité. Délibération 37-2022, rapport annuel technique et financier de la société Sodexo. Rapporteur Alain Tarini. Si, monsieur le maire. Il est là, si vous voulez le consulter. Pas grand-chose de nouveau. On reprend les choses qui ont été reprises, qui ont été faites précédemment sur le développement durable, sur les formations, sur enfin, tout ça. Vous connaissez, puisque vous avez été signataire de cette convention avec la Sodexo. Donc, l'article L3131.5 du Code de la commande publique prévoit que le délégataire produit chaque année à l'autorité concédante un rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution du contrat de concession et une analyse de la qualité de service. C'est là. Ce rapport permet à la commune d'apprécier les conditions d'exécution du service public. Le rapport s'y annexé remis par la société Sodexo, titulaire de la concession du service public de la restauration scolaire, met en évidence plusieurs actions menées pendant l'année. Elles ont été, depuis 3 ans avec le Covid, assez malmenées. Plusieurs fois, il a fallu reporter, remettre et diminuer la voilure. Le conseil municipal doit donner acte à monsieur le maire de la présentation de ce rapport. Et j'en profite pour vous dire que, de nouveau, cette année, l'effet de seuil joue en notre défaveur. Je ne réexplique pas ce qu'était l'effet de seuil. C'est lorsqu'il y a, je ne rentre pas dans les détails, lorsqu'il y a moins de repas qui sont faits par la Sodexo, on a un contrat qui est basé sur 78 597 repas. Nous n'en avons fait que 72 933 et nous allons de nouveau rentrer en négociation. Nous sommes déjà rentrés en négociation avec la Sodexo pour diminuer cet effet de seuil une nouvelle fois, avec le prétexte, enfin on va dire le prétexte, la raison encore de la présence du Covid et de certains repas qui ont été non pas annulés de notre fête, mais de par le fait que l'école et certaines classes étaient fermées à certains moments. Donc nous avons rendez-vous bientôt avec, je dis nous, avec Monique Anzalone et Marina, pour négocier de nouveau ça, parce que la conséquence de l'effet de seuil, et ce qu'on a évité l'année dernière, c'est qu'à partir du moment où on rentre dans cette logique-là, derrière, il y a obligatoirement l'augmentation de ce que nous demande la Sodexo par repas. Et donc, on avait évité une augmentation de 1 euro. Et cette année, si on peut éviter de nouveau une augmentation, parce qu'alors, à ce moment-là, le budget qu'on a prévu, et il deviendrait déficitaire. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Allez, monsieur Orjas. Oui, une question c'est l'opportunité de cette délibération. Bien sûr, nous voterons pour prendre acte le rapport. Quelque chose d'un peu plus en aval de tout ça. Monsieur le maire et monsieur Tarini, madame Oquet, avez-vous réfléchi, vous savez que la DSP va échoir en 2024, avez-vous... 24 Hein 24 Oui, c'est ce que j'ai dit. J'ai compris 2004, pardon. Ah ben non, 2004. 2024. Avez-vous déjà une idée de si vous allez continuer avec le système DSP ou si vous allez passer en régie, parce que c'est quand même un choix fondamental. Est-ce que vous avez des pistes de réflexion là-dessus ou pas encore? On travaille,
répondu à cette question. On y réfléchit, on y travaille, on se renseigne. Marina est allée voir certaines cantines qui fonctionnent d'une autre manière, en régie ou autre. On a des discussions avec les gens qui sont autour de nous, à Carnoux, avec le maire, avec Jean-Pierre Georgy, que j'ai rencontré à l'occasion des réunions pour le CTG avec Viviane et Marina. Donc voilà, mais c'est une réflexion qui est nécessaire à mon avis. Mais cette réflexion, elle s'accompagne aussi de la discussion avec la Sodexo, c'est-à-dire des exigences qu'on va avoir vis-à-vis d'eux et savoir comment ils vont y répondre. Et de plus, elle s'accompagne aussi de la réflexion sur la réorganisation de la restauration scolaire à l'occasion de la construction de l'école, puisqu'on envisage de maintenir la restauration scolaire dans le bâtiment actuel, mais en agrandissant, bien sûr, en améliorant, etc. etc. Donc, tout ça fait partie d'une réflexion globale. Okay. Pour aller plus loin dans les délégations de services publics, c'est un monde que je connais très bien, puisque je travaille dans des sociétés qui travaillent beaucoup par délégation de services publics. La façon dont nous allons travailler, c'est que nous allons de toute façon nous faire assister d'un maître d'ouvrage. D'accord ? Avec un cahier des charges bien précis qui sera écrit, et non pas le contrat type qui est fixé par généralement les opérateurs de restauration. Ça nous permettra à nous de concevoir le projet de restauration scolaire à la mesure de Roquefort-la-Bédoule. Voilà, donc je connaissant bien, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce milieu, je sais qu'il circule des contrats types qui sont faits par des sociétés sur lesquelles on varie à la marge, mais en réalité, il existe beaucoup de pistes sur lesquelles on peut faire de réelles économies, et c'est pour ça que nous allons nous faire assister par des cabinets. On l'a commencé par les caméras de surveillance, puisque il faut qu'on renégocie aussi le contrat avec l'ASNEF. Donc il y a un assistant maître d'ouvrage qui a été désigné, pour lequel ils sont venus faire une expertise, et ça se fera de même pour les cantines scolaires. Alors, il y a des moyens d'économie peut-être à faire ou pas, je ne sais rien, mais surtout adapter une vraie restauration scolaire aux besoins de Roquefort-la-Bédoule. Alors, ne soyez pas surpris, le jour où vous verrez un assistant maître d'ouvrage qui postule, que nous aurons choisi, sans doute pas un ami à moi, parce que j'en connais pas dans les restaurations. On passe au vote, s'il vous plaît. Vote à l'unanimité. Délibération 38-2022, participation financière de la commune au transport scolaire des étudiants, stagiaires de la formation professionnelle, apprentis ou service civique de moins de 26 ans. Rapporteur Marina Oquet. Merci, monsieur le maire. Comme vous le savez, donc, les conseils de territoire sont supprimés depuis le 1er juillet 2022 et ça entraîne une redistribution des compétences transport ainsi qu'une réorganisation des zones de tarification. Désormais, la métropole organise les transports en commun et définit sa politique tarifaire. Ainsi, les zones territoriales sont supprimées au profit d'une seule zone, la zone métropolitaine. Les abonnements annuels étudiants qui existaient donc jusqu'à maintenant sont supprimés. C'était pour rappel donc l'abonnement Le Car à 103 € et l'abonnement Le Car plus RTM à 220 €. Ils sont remplacés par un abonnement annuel au réseau Le Car au tarif de 210 € et un pass métropole étudiant annuel au tarif de 360 € qui donne droit à tous les transports métropolitains. RTM, Le Car et Exambus. Voilà, merci. Compte tenu des délais restreints dans lesquels la métropole nous interpelle, la commune s'engage pour faire face à ces augmentations tarifaires importantes et pour cette année scolaire à verser une participation financière de 60 € par abonnement annuel pour les étudiants, stagiaires de la formation professionnelle, apprentis ou services civiques de moins de 26 ans. Oui. À ce jour, quelle est la participation ? Elle est de 50 € et donc on va passer à 60 €.
Est-ce que ça concerne aussi, ça ne concerne que les étudiants, pas le transport scolaire classique? Que les étudiants. Que les étudiants. Donc, ça va quand même faire une somme considérable pour les familles. Est-ce qu'ils auront l'opportunité de s'adresser au CCAS en cas de difficulté? Certainement. Oui, probablement, oui. Voilà. Oui. Le budget du CCAS le permettra. On va voir les demandes s'il y en a, et puis... Ça concerne combien d'enfants à peu près? Ça sera étudié. J'en ai aucune idée à ce jour. De toute façon, c'est une augmentation qu'on a découvert qui nous a été envoyée. Je suppose que c'est lié à tout ce qu'on disait tout à l'heure. C'est la surprise. Donc il y a une surcoûte énergétique qui fait qu'aujourd'hui les tarifs augmentent. Voilà, donc c'est la métropole qui a pris cette décision en termes de tarification. Donc on subit et on essaie d'absorber, mais on ne peut pas absorber la différence, nous, sur les comptes de la commune. C'est pas possible. Voilà. C'est sûr que s'il y a des gens en difficulté, ils s'adresseront au CCAS. Tout à fait, et on verra. On y va? Allez, passage au vote. Il manque moi, non? Non. Il manque quelqu'un là. Patricia, tu peux voter s'il te plaît? Donc, délibération adoptée à l'unanimité. Délibération 39-2022, convention d'occupation des locaux entre la commune de Roquefort-la-Bédoule et le département des Bouches-du-Rhône en vue de la tenue des permanences sociales. Rapporteur Naudin Viviane. Merci, Monsieur le maire. Dans le cadre de leur activité, les assistantes sociales de la Maison départementale de la solidarité, c'est la MDS de la Ciotat, assurent des permanences de proximité auprès des populations qui ont besoin d'une aide. La convention approuvée par délibération du 29 juillet 2010 mettant à disposition au Conseil départemental des Bouches-du-Rhône à titre gratuit des locaux au Centre communal d'action sociale Place de la Libération à Roquefort-la-Bédoule afin de permettre la tenue de ces permanences sociales est devenue obsolète. Il convient d'en conclure une nouvelle pour une durée de 1 an renouvelable par tacite reconduction dans la limite de 10 fois. La convention en annexe abroge et remplace la convention du 29 juillet 2010. Y a-t-il des questions? Passage au vote. Ah ouais? Adopté à l'unanimité. L'ordre du jour est épuisé. Je vais passer aux questions de l'opposition au conseil municipal. Question numéro 1. Madame Lejeune va très prochainement quitter ses fonctions au sein de votre collectivité. Pouvez-vous nous dire quelles étaient ses missions et si vous entamez une procédure de recrutement en amont afin de ne pas retrouver dans la même situation de vacances de poste qu'à l'urbanisme où une aide extérieure a été nécessaire? La réponse, Madame Lejeune, qui est en charge de la gestion des outils de communication ainsi que du suivi des contrats et marchés publics, en lien avec le pôle moyens généraux, nous a notifié de sa décision au mois d'avril. Ainsi, une procédure de recrutement a été lancée dès le mois de mai. Le poste à pourvoir courant 4e trimestre sera davantage orienté sur les aspects juridique, une aide extérieure ponctuelle pourra être envisagée sur le graphisme et des grands événements le cas échéant. En marge de ça, je voudrais d'abord remercier Madame Lejeune pour la mission. Ça, c'est moi qui le fais, pas vous. Vous l'avez fait tout à l'heure, vous. Et lui dire que moi j'empêche personne d'aller voir dans d'autres communes, puisque c'est l'épanouissement des agences. Ça permet aux agents de s'épanouir, c'est une belle chose. Mais surtout la remercier pour la mission qu'elle a accomplie à la commune, la disponibilité et aussi son professionnalisme. Pour cela, je le dis, je mets un pied dans la porte, on ne sait jamais, qu'elle ne se referme pas entièrement. Mais bon, voilà, quoi. Donc, elle a une plus belle proposition ailleurs. Je lui souhaite bonne chance et plein de réussite pour la suite. Question numéro 2.
Le radar, je lis la question, tu donnes la réponse. Le radar pédagogique de la commune a vocation l'éducation et la prudence des automobilistes. Pour qu'il soit efficace, il doit être régulièrement déplacé afin de ne pas créer des habituations des usagers qui peut les conduire à ne plus être sensibles à la réduction de vitesse. Alors pourquoi ce radar pédagogique est-il placé de façon permanente à l'entrée et devant le portail de l'adjoint à la sécurité, alors qu'il pourrait être avantageusement déplacé, par exemple, devant les écoles? Où en est-on des nouveaux radars dont vous annonciez il y a-t-il quelques mois la venue? Il y a quelques mois la venue. Voilà, je fais la question de temps. La réponse, c'est M. Carpentier, puisqu'il a le radar devant la fenêtre. Merci. Alors, tout d'abord, nous tenons à vous signaler que le radar pédagogique en question n'est pas devant le portail de M. Carpentier, donc chez moi, mais situé à 20 mètres. Et il y a d'ailleurs été positionné sous votre mandature. Donc moi, j'y suis pour rien. C'est vous qui l'avez positionné. Comment? Il est censé bouger. Oui, je réponds. Son déplacement nécessite 3 personnes, ça vous devez le savoir, et 2 véhicules pour la mise en sécurité, pour l'encadrement et tout. Or, l'actualité festive de la commune mobilise beaucoup le personnel communal en ce moment. Le radar actuel va être déplacé prochainement et les 2 nouveaux sont en commande. Cependant, au vu de la conjoncture actuelle, comme pour tout le reste, nous n'avons pas encore de date de livraison prévue. À l'époque, nous vous avions aussi posé la question du déplacement de ce radar mobile qui se trouvait devant l'école, sous votre mandature, car il était resté plus de 6 mois devant l'école et pendant les vacances scolaires, avant qu'il ne soit déplacé. Alors, posez-vous les bonnes questions aussi. Question numéro 3. L'organisation du Grand Prix de France dans 2 semaines prévoit l'aménagement par élimination radicale de la végétation de parking relais dans plusieurs communes périphériques, dont 2 sites dans la nôtre, aux Bastides et au Julan. Au-delà des nuisances évidentes pour les riverains du débroussaillement drastique type green de golf, dont on peut déplorer l'impact écologique sur la flore herbacée, et pourtant si riche dans ce secteur et du risque d'incendie accru, avec la présence d'un public nombreux en colline, nous souhaiterions connaître les retombées économiques de cet aménagement pour la commune et savoir qui a financé les travaux. Réponse, encore Carpentier, puisque c'est l'adjoint à la sécurité. On pourrait faire mieux, hein? Alors, pour l'organisation du Grand Prix de France, l'aménagement des parkings, comme vous devriez le savoir, se trouve sur le domaine des Julans, dont les terrains appartiennent au gouvernement algérien. Celui-ci a passé un accord avec les organisateurs du Grand Prix, qui ont pris en charge le financement complet des travaux. Il y a quelques années, les sapeurs forestiers avaient fait exactement les mêmes travaux pour en faire un coupe-feu. À cette époque, vous ne vous étiez pas posé la question sur l'impact écologique et la flore herbacée du secteur. Comme quoi. De plus, vous parlez d'un public nombreux dans la colline. Or, il s'agit simplement d'un parking relais désherbé qui sera desservi par des navettes avec collecte sur la départementale 1 pour se rendre au Grand Prix. Des rondes seront effectuées par les CCFF et les pompiers pour éviter tout risque d'incendie. En ce qui concerne les nuisances des riverains, nous sommes sur une voie métropolitaine qui est ouverte à tous, donc les gens peuvent y aller. Mais afin de limiter les désagréments, nous avons demandé une entrée et sortie par la départementale 1 au niveau de la piste des FCI qui va chez les laitiers. Il montera par là, il y aura une entrée et une sortie. Et pour les retombées économiques de la commune, ne sont pas négligeables puisque nous pourrons profiter des flux générés par les médias, les fans du Grand Prix qui viendront se garer, donc des gens extérieurs qui connaîtront la commune, prendre les navettes et découvrir un site magnifique avec vue sur la Sainte-Baume. Voilà. Vous avez encore une question? Pardon? Vous avez une question? Non, juste dire que vous avez parlé du parking des Julans, mais pas celui des Bastides. C'est le même, ça appartient tout au gouvernement algérien. Ça appartient là aussi où il y a... C'est pas... la totalité. Ah voilà, donc c'est eux qui ont donné leur accord. Oui. La totalité des Bastides et le parking. C'est pour ça qu'ils l'appelaient parking consulat. Consulat, c'est en face le château, et le Bastide, c'est parce que c'est derrière le domaine des Bastides, mais qui appartient au gouvernement algérien. Puisque vous dites qu'il y a une belle vue sur la Sainte-Baume, oui. C'est peut-être un peu dommage de faire une coupe radicale à une commune associée au parc de la Sainte-Baume. Comme vous